Cet événement fête cette année ses 60 ans, porté par le thème « Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire, un enjeu pour l'après-Covid ». La Semaine Bleue, en fait, a été lancée en 1951, vous voyez que ça date un petit peu. Initialement, c'était appelé, bon, c'est pas très glamour, c'était la journée des vieillards, vous imaginez. Mais bon, vu le contexte, c'était l'après-guerre, et cette journée avait permis de récolter des fonds en s'appuyant sur le réseau associatif pour les personnes âgées dans le besoin, à une époque où la vieillesse était le plus souvent synonyme de pauvreté. Au fil des années, cette journée devenue semaine a été rebaptisée initialement Semaine des retraités et des personnes âgées, et en 1977, c'est devenu enfin la Semaine Bleue, qui était portée par le slogan « 365 jours pour agir et une semaine pour le dire ». Ainsi, vous voyez comment une initiative qui était au départ purement à but caritatif est devenue un moment d'échange, de partage privilégié, s'articulant chaque année autour d'un thème qui permet de ratifier la place des aînés dans notre société, d'aborder des sujets qui leur sont propres, tout en gardant à l'esprit l'idéal d'une société inclusive, solidaire et intergénérationnelle. Je vais juste vous présenter un petit peu le déroulement de notre matinée. Dans une première partie, je souhaiterais faire un retour sur la période que nous venons de vivre, à la fois sur le plan individuel, mais aussi sociétal, ce qui a été révélé par la crise sanitaire et quelles sont les stratégies d'adaptation pour reprendre une vie normale tout en respectant les recommandations et les règles de prudence. La deuxième partie sera animée par Béatrice Reiss, psychologue, qui vous proposera de découvrir les clés du bien-être en prenant soin de soi, de son entourage et de son environnement. Avant de poursuivre, je souhaite adresser mes plus vifs remerciements à toutes les personnes qui, au sein du CCAS, ont œuvré pour la réussite de cette semaine, en particulier Madame Leila Mouradi, qui a été un peu notre chef d'orchestre sur cet événement. Et merci également à toute l'équipe de la salle Félix Martin, à la régie, qui ont œuvré pour nous accueillir aujourd'hui. Les animations et les activités qui sont proposées tout au long de cette semaine, l'importante participation, les inscriptions aux ateliers témoignent du dynamisme des aînés de notre territoire, de notre ville, de leur implication et de leur forte identité sociale. Et c'est un point très positif pour notre ville. Je tiens également à souligner d'une manière générale le rôle incontournable des collectivités territoriales, à la fois au cœur de la crise Covid pendant toute cette période terrible que nous avons vécue, pour toutes les actions qui ont été menées auprès des personnes les plus isolées, et maintenant pour gérer l'après-Covid au quotidien. Je tenais à vous dire aussi que nous sommes à vos côtés. Le maire de Saint-Raphaël, M. Masquelier, Madame Patricia Hauteur, qui est ici présente, que je salue, adjointe déléguée aux affaires sociales et vice-présidente du CCAS, moi-même en ce qui concerne la santé et le grand âge, tous les acteurs du CCAS, sous l'impulsion de son directeur, M. Chanoyan. Nous sommes pleinement engagés pour une amélioration constante de l'offre de services, soit pour vous aiguiller vers des aides spécifiques, des loisirs, des activités, des ateliers de prévention. La période de la crise sanitaire que nous venons de vivre est pour le moins inédite. Depuis le mois de mars, nous devons faire face à un virus sur lequel au début nous avions très peu de renseignements et qui n'a pas fini de dévoiler toutes ses facettes. Personne, au grand jamais, n'imaginait au mois de janvier devoir se confiner. Cette période, bien sûr, a été vécue différemment selon les uns et les autres, mais globalement sur un fond d'information continue qui nous a mis dans une ambiance assez anxiogène, en particulier pour les plus âgés d'entre nous. Très vite, il s'est avéré que la pandémie touchait particulièrement les plus de 60 ans,
avec un risque de complications augmentant avec l'âge. Il en découle que cette population a été particulièrement ciblée par les mesures de prévention, aboutissant à une quasi-éviction sociale qui a continué même après le déconfinement. Donc je me suis documentée, j'ai regardé un petit peu dans toutes les études rétrospectives qui avaient été faites sur le sujet, ce qui avait été relevé, ce qui ressortait comme conséquence pour tout le monde, mais en particulier pour cette tranche d'âge, sur l'après-Covid. En fait, globalement, on a retrouvé un niveau d'inquiétude qui était très élevé, mais qui va en décroissant depuis le déconfinement et depuis l'amélioration de la circulation du virus, même si là on a une petite reprise plus ou moins importante selon les régions. Une compréhension globale très bonne des gestes barrières, un bon suivi des recommandations, même si certaines personnes qui ont des troubles cognitifs, effectivement, n'arrivaient plus à comprendre pourquoi soudain elles devaient rester chez elles, ou celles qui étaient en EHPAD ne voyaient plus leurs proches, ou on les obligeait à rester dans leur chambre. Ça a été très difficile pour ces personnes-là qui avaient du mal à appréhender tous ces changements dans leur environnement. Il y a eu aussi des réactions de stress qui perdurent aussi pour certaines personnes, d'anxiété qui pouvaient aller jusqu'à la quasi-phobie sociale. Des personnes avaient très peur d'être en contact avec la moindre personne. Il y a eu aussi des moments de panique, où les gens restaient cloîtrés chez eux avec une espèce de sidération. Il y avait une tendance aussi au repli sur soi, que celui-ci soit voulu ou malheureusement souvent involontaire. Une baisse globalement des activités physiques. C'est vrai que pendant le confinement, on ne sortait plus, même si on nous autorisait 1 heure par jour d'activité physique. Beaucoup de personnes ont stoppé toute activité. Et même curieusement, une baisse des activités intellectuelles. C'est vrai que même chez tous les tranches d'âge de population, des gens qui étaient chez eux ne travaillaient pas. On pouvait imaginer qu'ils pouvaient se lancer dans des activités de lecture, vidéo, que sais-je. Et en fait, il y avait une espèce de sidération et les gens pouvaient rester figés devant leur télévision en train d'essayer de comprendre ce qui se passait. On a eu beaucoup de personnes qui nous ont un ressenti d'un sentiment d'abandon avec une augmentation des états dépressifs. Et cette période particulière a mis en évidence ce qu'on appelle la fracture numérique. En effet, si on reprend les statistiques dans notre région, vous avez 30% des seniors qui sont en situation de fracture numérique, avec un pourcentage qui augmente par tranche d'âge de population. En fait, quand on interroge ces 30% qui n'utilisent pas Internet, par exemple, on se rend compte que les 3/4 de ces personnes-là jugent que c'est totalement inutile, que ça n'a aucun intérêt. Donc ça, c'est le côté un peu négatif. Ce qui est positif, c'est qu'il y a 30% des personnes qui ne s'en servent pas, qui aimeraient bien pouvoir apprendre et pouvoir utiliser toutes ces technologies. Et en revanche, si vous prenez la tranche qui se servent quotidiennement de l'outil informatique, la plupart du temps pour aller sur Internet, pour faire des démarches, pour faire leurs courses, ou pour faire de la vidéo, ou faire du Skype avec les petits-enfants. En fait, ces personnes qui s'en servent ne pourraient plus s'en passer. Elles s'en servent pratiquement tous les jours. C'est devenu un élément de leur quotidien. Le confinement et l'injonction qui perdure après le déconfinement pour la population la plus âgée de rester prudent, de limiter les contacts, même tous les slogans qu'on entend qui partent bien sûr d'une bonne intention et qu'on ne peut nier comme étant pertinent, mais je trouve que c'est violent pour cette catégorie de population. C'est vraiment violent avec un isolement qui est pratiquement imposé. Et on a l'impression qu'on ne peut pas se sortir de ce cercle vicieux, même quand on a été déconfiné.
Alors évidemment, ce sentiment il est différent selon les personnes, selon comment elles ont vécu le confinement, selon comment elles sont entourées. La population est très hétérogène, on ne peut pas faire de généralité. Mais quand on voit le nombre de personnes qui fréquentent cette assemblée aujourd'hui, on peut imaginer qu'il persiste des doutes, des interrogations, une inquiétude, des frayeurs, qui sont peut-être pas motivés. Donc on va l'aborder un petit peu plus tard. Pour les tester. Je me permettrai juste d'aborder brièvement ce qui s'est passé pour les personnes qui vivent en EHPAD. C'était très très difficile pour tous ces résidents qui étaient à la fois confinés dans leur EHPAD et qui étaient surconfinés dans leur chambre. Pendant une période, vous n'avez même plus le droit de sortir. Tous les moments de convivialité à l'intérieur de l'EHPAD étaient interdits, surtout à une époque où il n'y avait pas d'équipement de protection individuelle, de masques. Et le seul contact qu'ils avaient, c'était le contact avec leurs soignants. Et tous les personnels des EHPAD ont développé, on l'a constaté, des trésors d'imagination pour essayer d'être le plus empathique, le plus proche de ces personnes. On a acheté des tablettes, on a essayé de leur faire comprendre aussi comment s'en servir, comment rester en contact avec leurs proches. Et vraiment, je souhaiterais aussi leur rendre hommage à tous ces soignants et à tous ces personnels qui se sont investis énormément pendant cette période. Nous qui étions à domicile, c'était encore différent. Mais vraiment, c'était une période qui a été difficile aussi pour nous qui prenions en charge ces personnes, de voir leur détresse et leur désarroi. Pour les personnes qui étaient chez elles, l'impact il a été très différent, vous imaginez bien, entre les personnes qui vivent en couple, les personnes qui sont entourées par leur famille, les personnes qui étaient déjà isolées avant le confinement, qui se sont retrouvées soudain sans contact avec l'extérieur et complètement démunies. Donc ça a été, c'était des aspects, on va dire, négatifs, péjoratifs de tout ce confinement, le retentissement. En revanche, je trouve que pendant cette période, on a vu se développer beaucoup d'actions de solidarité, avec beaucoup d'empathie, beaucoup d'accompagnement, auprès en particulier des aînés, que ce soit sur des initiatives individuelles, on se préoccupe de son voisin, on va voir si on peut lui faire des courses, des associations qui se sont mobilisées, des initiatives collectives, on a vu en particulier dans les grandes villes des étudiants se mobiliser aussi pour aller aider leurs prochains, c'était vraiment très intéressant. Il y avait aussi toutes les actions bien sûr qui ont été mises en place par les communes. Par exemple, on peut citer les actions de repérage qui ont été effectuées par les CCAS dans de nombreuses communes, comme en particulier à Saint-Raphaël. Nous avons téléphoné, les agents se sont répartis des listes de personnes à contacter pour voir si elles avaient besoin de quelque chose. Et tout le monde s'est mis en ordre de marche pour proposer des courses, une assistance pour les emmener, pour faire leurs courses. Donc ça, c'était particulièrement intense parce que tout le monde s'est mobilisé et c'était vraiment un moment qui, je trouve, a rassemblé les personnes. On a commencé à prêter plus attention aux voisins isolés, les petits-enfants se sont retournés vers les grands-parents, on n'avait pas tellement le temps d'aller voir auparavant, là ils se sont retrouvés plus disponibles. En fait, toutes ces actions, elles ont redonné une certaine forme de citoyenneté auprès de personnes qui, pour certaines, étaient jusqu'à présent invisibles. Je tiens à souligner également le rôle des aidants familiaux ou des aidants professionnels, les auxiliaires de vie en particulier, dont le rôle a été essentiel auprès de ces personnes, qui ont été extrêmement dévouées. L'importance et le rôle de ces professions a été valorisé. Et personnellement, j'espère qu'il va en découler de nouvelles propositions pour le développement de l'aide à la personne, sans qui, pour certains, le maintien à domicile ne peut s'organiser. J'ai aussi eu des témoignages de personnes qui étaient isolées à domicile, qui m'ont particulièrement interpellée, puisqu'elles me disaient « Pour moi, de toute façon, le confinement n'a rien changé. J'étais déjà confinée chez moi et toute seule. »
C'était particulièrement interpellant puisque du coup la société a pu comprendre par cette mise en avant de l'isolement des personnes qui est souvent peu abordée par le grand public, du quotidien de cette population. Et en fait, la question est de savoir comment faire maintenant pour prêter encore plus attention et sortir ces personnes de leur extrême solitude. L'épidémie actuelle, on le sait, a été révélatrice de toutes ces inégalités. Et de plus, toutes les recommandations qui ont été proposées peuvent être perçues comme discriminantes, avec une certaine forme d'agisme qui peut être perçue dans certains discours ou certains comportements. Les plus âgés ont pu aussi se sentir à un moment sacrifiés par le fait de ces restrictions qui étaient pour autant bienveillantes dans le but de les protéger et qui ont été imposées. Mais aussi, on a parlé des critères d'admission en réanimation, quand ceci était saturé. À l'inverse, les plus jeunes, pour certains, ont mis en avant l'oubli des impératifs de leur génération en raison des difficultés économiques secondaires à la crise sanitaire. Pour certains, c'est une année d'études bancale où ils doivent recommencer, ou pour d'autres, l'impossibilité de trouver du travail. Il est donc difficile de savoir où placer le curseur pour contenter tout le monde, entre protéger le plus grand nombre. Par exemple, il avait même été mis en avant à une époque que le déconfinement se ferait différemment selon l'âge. Donc heureusement, on a eu une levée de bouclier des associations, en particulier de retraités, car cette mesure était vraiment très très discriminante pour cette population. Alors heureusement, ça c'était vraiment pendant le confinement, depuis la fin du confinement, la situation a changé. Elle s'est beaucoup améliorée. Nous avons tous des masques qui sont en disponibilité en abondance. Nous avons des recommandations qui changent, qui s'adaptent au fil de l'évolution de l'épidémie. Alors évidemment, ces recommandations peuvent être plus ou moins restrictives selon le niveau de circulation du virus, selon les régions. Vous voyez que nous avons eu la chance d'être dans une région où le virus a très très peu circulé. Pendant l'épidémie, ce service de réanimation n'a jamais été saturé. Nous avons eu pendant le confinement à peu près 70 personnes qui ont été hospitalisées, ce qui est très peu. Là, actuellement, cette semaine, nous avons 70 personnes qui ont été testées positives sur tout le bassin de population, c'est-à-dire la Cadenne. 70 personnes, ce n'est pas beaucoup. Il y a 6 personnes hospitalisées, c'est très peu par rapport à d'autres régions. Donc quand vous voyez les statistiques, on vous dit que le Var, alors là maintenant on est en rose, il faut aussi essayer de relativiser en disant qu'on a des statistiques par département et pas par ville. Donc je vous recommande, si vous souhaitez avoir des informations et que vous avez Internet, d'aller sur le site de l'hôpital de Saint-Raphaël, parce que vous pouvez avoir des informations qui sont réactualisées toutes les semaines sur le nombre de patients hospitalisés en service et en réanimation. Ça vous donne un bon reflet aussi de la pression de l'épidémie dans notre ville, dans notre bassin de population plus exactement. Donc actuellement, nous sommes dans une situation qui est plutôt favorable. Je dirais que c'est néanmoins un véritable conflit éthique qui s'impose à notre société entre la protection des plus vulnérables, avec les effets délétères du confinement, que ce soit sur le plan individuel, avec le risque de dépression, de désocialisation, d'abandon de suivi médical. Ça a été beaucoup constaté. Les personnes avaient peur d'aller chez leur médecin. Donc elles sont restées chez elles et parfois il y a des pathologies qui se sont décompensées, qui n'avaient rien à voir avec le Covid. Et du coup les personnes, par peur de se déplacer, par peur de fréquenter les cabinets médicaux, se sont paradoxalement mises en danger parce qu'elles ont abandonné leur suivi médical. Il y a un impact collectif avec évidemment tout le retentissement économique pour la scolarité, pour l'emploi, pour le vivre ensemble, pour tout ce qui est la vie sociale, les spectacles, les théâtres, la vie culturelle.
Et dans certaines régions, avec les fermetures des restaurants, des cafés, aussi l'impact que ça peut avoir sur ces professions. Donc nous devons faire face à un double défi, s'assurer que les recommandations deviennent vraiment une habitude qui perdure, en particulier pour les personnes à risque, et lutter contre un isolement qui serait néfaste à long terme. En résumé, je dirais comment faire rimer gestes barrières et distanciation avec bienveillance et accompagnement. Alors j'avais préparé un petit diaporama, si vous pouviez l'envoyer. Je ne sais pas si j'ai un... Bon, maintenant je vais aborder des choses qui sont un petit peu plus concrètes pour vous donner quelques conseils, quelques recommandations pour à présent voir comment vous pouvez adapter votre mode de vie, que ce soit la vie sociale, les déplacements, un petit mot sur la santé, les activités physiques et un petit rappel aussi de recommandations concernant les mesures de protection contre le virus. Merci Léla. Alors attends, pour avancer, c'est celui-là. Alors, donc là, ça revient un petit peu. Voilà. Donc pour ce faire, je dirais qu'il faut faire tout d'abord appel à la responsabilité individuelle. Notre responsabilité individuelle, alors là jusqu'à présent on a eu un État qui a été assez paternaliste pendant le confinement, qui nous a protégés, qui nous a confinés, qui nous a dit ce qu'on devait faire. Là maintenant nous avons repris quand même une certaine forme de liberté. Nous savons quelles sont les mesures sanitaires recommandées à suivre pour nous protéger. Donc en fait, il va de notre responsabilité individuelle de respecter ces recommandations. Et cette responsabilité individuelle, elle aboutit sur une responsabilité collective. Et ça, c'est très important. En fait, chacun, à son niveau, doit respecter les recommandations en vigueur pour que chacun se sentent investis de cette mission. Si tout le monde fait correctement les choses, on va pouvoir envisager de faire diminuer la circulation du virus et sortir de la crise. Ce n'est pas pour tout de suite, c'est pour ça qu'il faut un petit peu s'habituer. Mais pour ce faire, maintenant, il faut que chacun puisse reprendre en main son autonomie décisionnelle. Il faut qu'on puisse décider de son mode de vie, bien sûr en respectant les autres. Et il faut faire le point, chacun à son niveau, sur les contraintes, ses préférences et ses priorités. Tout d'abord, il faut repérer si l'on est à risque ou particulièrement à risque. Alors bien sûr, vous l'avez entendu et surentendu, les plus de 65 ans sont une population à risque de développer des formes graves de la maladie. Mais peut-être qu'il y a des personnes dans cette population qui sont encore plus fragiles. Donc, il faut voir si vous êtes atteinte de maladies chroniques, respiratoires, vasculaires, de diabète, de maladies rénales, d'une immunodépression, si vous prenez des corticoïdes par exemple, si vous êtes atteint d'un cancer, ou encore les personnes qui ont une obésité. Donc, je voulais aussi vous rappeler qu'il y a une consultation qui est dénommée Bilan et Vigilance, qui est tarifée 46 € et entièrement remboursée par l'assurance maladie, que vous pouvez solliciter auprès de votre médecin traitant. C'est une consultation qui doit durer un peu plus longtemps et c'est l'occasion pour vous de faire le point avec votre médecin traitant, si vous ne l'avez pas déjà fait, qui pourra vous conseiller sur d'éventuelles mesures spécifiques à votre état de santé, vérifier comment vous allez après le confinement. Ça vous permet aussi de lui exprimer vos préoccupations et de poser des questions. Donc cette consultation doit se dérouler sur un temps plus long qu'une petite consultation de routine. Donc si vous le souhaitez, je vous recommande de solliciter votre médecin de famille pour bénéficier de cette consultation. C'est aussi le moment de faire le point sur votre entourage familial, amical, social, de
voir quelles sont les personnes qui vous sont chères, qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie, quelles sont les activités qui vous ont le plus manqué, ce qui est important pour vous, de reprendre contact aussi avec votre association, si vous faites partie d'une association, de reprendre vos activités habituelles. Il faut faire le point sur vos contraintes dans la vie quotidienne et sur ce qui pourrait permettre de les améliorer. Peut-être aussi, est-ce que c'est le moment de se dire qu'il faut prendre une aide ménagère, ou se faire accompagner pour faire les courses. Peut-être que c'est des difficultés qui ont été mises en avant au moment du confinement. Donc c'est le moment aussi de se renseigner, de voir les services qui sont proposés par votre ville. Je vous fais un petit rappel. Pour la grippe, à moins que vous ayez une contre-indication, ça c'est votre médecin qui vous le dira, mais faites-vous vacciner. Vous avez tous reçu le vaccin contre la grippe. Il faut éviter d'avoir un double risque, c'est-à-dire le risque de la grippe plus le risque du Covid. Alors en théorie, comme tout le monde porte le masque et que tout le monde se lave les mains et utilise le gel hydroalcoolique, la transmission du virus de la grippe devrait diminuer cette année. Mais ça n'empêche pas qu'il faut absolument vous faire vacciner, que ce soit en période Covid ou non d'ailleurs, pour vraiment diminuer le risque d'avoir cette maladie. Car je vous rappelle que là, on fait beaucoup de battage autour du Covid, mais la grippe qui n'est pas nouvelle, qui est un virus qu'on connaît bien, pour lequel on a un vaccin, fait beaucoup de dégâts chaque année dans toutes les populations, mais y compris les plus âgés. Donc j'espère que... Comment ? C'est maintenant. Vous avez dû recevoir tous les... ça va pas tarder. Là, c'est maintenant qu'il faut se faire vacciner, octobre. Généralement, l'épidémie, elle arrive en novembre. Ça va arriver, ça va pas tarder. Non, mais ça, dès que vous recevez, allez vous faire vacciner. C'est vraiment une recommandation que je vous fais. C'est indispensable. Alors, concernant les sorties et les déplacements, à mon niveau, je pense qu'il ne faut pas se priver de sortir. Alors, effectivement, s'il y a quelqu'un qui a une maladie, qui prend des corticoïdes, qui est immunodéprimé, il faut sortir, de préférence à l'air libre, aller faire des promenades et ne pas aller dans des endroits où il y a beaucoup de monde, ou qui sont confinés, où il y a des grands rassemblements. Mais nous avons la chance d'habiter une région avec un climat qui est particulièrement doux, même en période d'automne et d'hiver, où nous disposons quand même de belles journées, où il est tout à fait possible d'aller faire un tour au bord de mer, de faire le tour de son quartier, d'aller marcher un petit peu, ou d'aller faire même une balade en voiture, de se faire accompagner. Donc il faut surtout sortir, ne pas rester confiné chez soi, parce que là vraiment, c'est... vous savez, c'est un peu une habitude, hein. Plus on sort, plus on a envie de sortir. Et moins on sort, et plus on se replie, plus on se referme sur soi. Et ça c'est très délétère pour le moral, pour l'activité physique, pour les muscles, pour la respiration, pour tout. Donc il faut privilégier les sorties à l'extérieur, mais je vous rappelle que le port du masque est obligatoire partout dans les lieux publics, dans les magasins et dans certaines zones extérieures où il y a potentiellement une forte concentration de personnes comme les marchés. Donc théoriquement, tout le monde porte le masque. Je vous présenterai tout à l'heure une petite diapositive où vous verrez, selon comment les personnes portent leur masque, quel est le niveau de protection. Pour faire vos courses, il faut favoriser les heures à faible fréquentation, pour bien respecter la distanciation physique. Pensez aussi à la livraison à domicile ou au drive si vous avez l'habitude de vous servir de ce dispositif. Et puis pourquoi pas privilégier quelques instants passés au marché à acheter des produits frais dans un endroit qui est quand même convivial, où vous pouvez rencontrer des gens, discuter, aller boire un café après et faire un petit tour et une petite balade, plutôt qu'aller faire vos courses au supermarché
en poussant le caddie aux heures de pointe. Ça paraît évident, mais c'est vrai que fréquemment, moi qui fais mes courses, j'ai pas trop le choix et je vais souvent à des moments où il y a du monde, je vois beaucoup de personnes qui pourraient les faire à un autre moment de la journée et qui se retrouvent dans les files d'attente avec leur caddie plein. Donc il y a des habitudes à modifier et ça c'est chacun qui doit se prendre en main et qui doit réfléchir à comment modifier toutes ces habitudes de vie qui ne doivent... et d'ailleurs pour un mieux, hein, effectivement. Donc il faut aussi éviter les grands rassemblements anonymes, privilégier plutôt les rencontres conviviales en petits comités, en nombre restreint, toujours tenir compte des recommandations qui varient donc selon l'intensité de circulation du virus. Pour les réunions amicales, privilégier les réunions en extérieur. C'est vrai que nous avons évidemment un climat qui nous permet de nous retrouver, que ce soit sur nos terrasses, dans nos jardins, sur un café, sur un banc en bord de mer. Et s'il y a des réunions qui se font à l'intérieur, il faut respecter la distanciation physique, rester un peu loin les uns des autres. De préférence, bien sûr, porter le masque. Et si c'est un repas, on mange un peu à distance les uns des autres. Et on enlève bien sûr le masque pendant son repas. Mais c'est vrai que les moments où l'on mange, c'est des moments où il y a un petit peu plus de risque de se contaminer. Je vais vous faire maintenant aussi... Ça, c'est ce qu'on vient de voir. Une petite mention concernant la reprise de l'activité physique. Elle est bien sûr fortement recommandée. Pour les personnes qui avaient l'habitude de faire régulièrement un sport, d'aller à la gym, à l'aquagym ou de faire du vélo, qui ont arrêté pendant le confinement, il faut bien sûr reprendre progressivement. Donc là, on est un petit peu à distance, donc je pense que tout le monde a dû reprendre petit à petit ses activités habituelles. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas reprendre à fond si on a arrêté pendant quelques mois. Pour ceux qui marchent, qui font de la course ou du vélo, il faut respecter une distanciation physique et il vaut mieux marcher les uns à côté des autres plutôt qu'en file indienne, puisque évidemment, si on tousse ou on éternue, les projections de gouttelettes se font vers l'avant, alors que si on marche les uns à côté des autres, il n'y a pas de projection sur le côté, mais vers l'avant. Donc là, je vous ai mis cette petite diapositive pour voir, qui vous rappelle le niveau de protection selon... Alors, est-ce que ça... Non, c'est pas ça. Selon comment on porte un masque. Alors là, sur le première image de gauche, personne ne porte de masque et il y a une distanciation physique de 1 mètre. Donc vous voyez que le niveau de protection, il est quasiment nul. Dans la deuxième diapositive, c'est vous qui n'êtes pas symptomatique, qui n'avez pas de symptômes de Covid, qui ne toussez pas, qui portez un masque. Et par contre, vous vous retrouvez en présence d'une personne qui est malade du Covid et qui émet des projections, des gouttelettes. À ce moment-là, le niveau de protection, il est très faible. Avec un masque, là, on parle d'un masque chirurgical ou grand public. Je ne parle pas des masques FFP2 que nous avons pour les professionnels de santé. À l'inverse, la troisième image, si c'est la personne qui est malade, qui porte le masque, vous avez un niveau de protection supérieur. Donc c'est pour ça que c'est important que toutes les personnes symptomatiques portent le masque. Et vous voyez que si tout le monde porte le masque, le niveau de protection, il est maximal. Voilà pourquoi c'est important de respecter le port du masque. C'est tout simple. Mais effectivement, il faut vous dire qu'on met le masque pour protéger l'autre, plus que pour se protéger soi. C'est ça que veut dire la troisième image. Par exemple, les chirurgiens, les gens qui travaillent au bloc opératoire, ils ont tous des masques. Ce n'est pas parce qu'ils ont peur d'être contaminés par le malade, c'est pour ne pas envoyer des gouttelettes et contaminer la personne qui est en train de se faire opérer. Donc vraiment, le masque, c'est un geste de respect envers les autres. C'est pour protéger les autres. Ça, c'est quelque chose qui est important. C'est pour ça que je parlais de responsabilité individuelle. Et c'est ça qu'il faut se dire. Je mets le masque, je protège les autres. Alors, un petit rappel aussi sur le bon usage du masque.
parce qu'on voit tout un tas de fantaisies avec des ports de masques assez originaux parfois. Donc en fait, le masque, à chaque fois que vous utilisez votre masque, que vous l'enlevez, que vous le remettez, il faut toujours se laver avec du gel hydroalcoolique. Le masque, vous le prenez par les oreilles, vous le mettez, vous le positionnez, et vous le tirez en haut et en bas. S'il a une petite barrette en métal, vous le pincez ici, et après, on ne le touche plus. On ne tripote pas comme ça, on ne fait pas comme ça, on ne le remonte pas. Si on doit le remonter, on le remonte par en haut, si possible. Alors, on ne le met pas non plus à la cow-boy, hein, comme ça, là, vous savez. J'appelle ça à la cow-boy. C'est-à-dire qu'on met le masque, on l'enlève et on le met en dessous. Alors, autant dire que ça, si jamais vous avez eu quelqu'un en face de vous qui n'avait pas le masque, qui a mis du Covid, ben là, vous tripotez, vous tripotez l'œil après. Et donc le masque, après, si vous voulez l'enlever, vous faites comme l'inverse de quand vous l'avez mis. Les doigts par-dessus les oreilles. Et si vous devez l'enlever, ben, soit vous le posez comme je l'ai posé là, comme ça. Le mieux, c'est de le suspendre. Et éventuellement, si vous l'enlevez parce que vous êtes dans la rue et que vous n'avez pas besoin de porter le masque, vous l'accrochez à votre poignet pour qu'il prenne l'air. Voilà. Si vous devez le ranger dans votre sac, ayez une pochette, vous le glissez dedans. Mais bon, c'est vrai que on est toujours en train de l'enlever, de le remettre, etc. Il faut éviter de le tripoter. C'est un petit peu voilà. Alors le masque qui pend à l'oreille aussi. Alors oui, évidemment, on peut l'enlever comme ça et puis boire un café, le remettre. Mais bon, après, voilà, il y a la boucle d'oreille, le cow-boy, on voit toutes les configurations. Ce ne sont pas un bon usage, ça ne représente pas un bon usage du masque. Et il y a un risque de se contaminer si jamais il y a quoi que ce soit. Donc pensez-y. Privilégiez aussi le masque en tissu lavable à 60 degrés qui est plus écologique évidemment. Parce que là, on voit des masques qui traînent par terre. Enfin bon, ça devient aussi pas mal d'incivisme par rapport à ça. Donc ça reprend un petit peu ce que je viens de vous dire. La durée de vie d'un masque jetable, c'est 3-4 heures. Et après, votre masque en tissu, au bout d'un moment, il va être humide. Donc dès qu'il est humide, ben, il faut le laver et en prendre un autre. Donc en fait, c'est bien d'avoir un petit stock de masques et puis de les faire tourner comme ça. D'en avoir un de réserve dans son sac aussi. Je voulais vous faire aussi un petit rappel sur le bon usage des tests, parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Donc le test de référence, ça s'appelle le test RT-PCR, vous le savez sûrement. C'est juste, voilà, c'est réserve transcriptase PCR, c'est réaction en chaîne par polymérase. Donc ça, c'est juste pour vous dire que c'est pas quelque chose qui sort du chapeau. Ça permet de dépister si une personne est porteuse au moment du test. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent, qui disent « Ah, moi, j'ai fait le test il y a 10 jours. » Ben, le test, il était négatif il y a 10 jours. Mais ça ne veut pas dire que 10 jours plus tard, on est toujours négatif. Donc, quand on fait le test, il est valable à un moment donné. Bon, globalement, on va dire dans les 48 heures qui suivent le test, on peut imaginer que si on n'a pas de symptômes, on est négatif. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire que le test, il a une valeur qui est vraiment momentanée. Il peut se faire sans ordonnance. De préférence, vous téléphonez au laboratoire pour savoir si c'est sur rendez-vous, sans rendez-vous. À une époque, quand il y avait beaucoup de gens qui se faisaient tester, il y avait des drives. Là, maintenant, vous avez un laboratoire qui est dédié aussi à Fréjus, qui fait les tests uniquement, qui est dédié au prélèvement pour les tests. Alors, c'est un écouvillon qu'on introduit dans la narine jusqu'au nasopharynx. C'est un test qui est assez désagréable puisqu'on remonte assez haut dans le nez. Donc, bon, il y a des personnes qui sont des fous des tests, qui sont testés tous les 2 jours. Je ne sais pas comment ils font parce que c'est vraiment pas agréable. La période idéale, quand il y a des symptômes, c'est 1 à 7 jours après l'apparition des symptômes.
Le coût, c'est de 54 € qui est pris en charge par l'assurance maladie. Donc en fait, suite à la banalisation des tests, on a une affluence de gens qui se faisaient tester, parfois pour un oui ou pour un non. Donc on a été obligé de mettre en place une priorisation des tests depuis le 11 septembre. Donc en fait, sont prioritaires dans les laboratoires, bien sûr les personnes qui sont symptomatiques, pour savoir si c'est le Covid ou pas. Pour le personnel soignant, pour les personnes qui sont identifiées contacts, c'est-à-dire que si une personne est identifiée Covid, elle va répertorier toutes les personnes avec qui elle aurait été en contact potentiellement contagieux, c'est-à-dire que si vous avez des symptômes du Covid et que vous avez été là comme maintenant dans un endroit où tout le monde porte le masque, vous n'êtes pas contact. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un au 3e rang qui demain a le Covid, vous n'êtes pas considéré comme contact puisque tout le monde porte le masque. Et puisque vous l'avez vu dans les schémas que je vous ai montrés, quand tout le monde porte le masque, le niveau de protection est maximal. Donc ça, c'est bien c'est important. Le virus, il n'a pas de petites ailes, il ne passe pas par les... Voilà, c'est vraiment des gouttelettes. En dehors de certaines conditions particulières où il peut se transmettre sous forme d'aérosol, en particulier à l'occasion de soins dentaires, où il y a des pulvérisations, dans les milieux médicaux, quand il y a des gestes en particulier au moment de l'intubation, dans les blocs opératoires, etc. C'est très spécifique. Mais sinon, le virus se transmet vraiment par les gouttelettes. Donc si tout le monde a le masque, il n'y a pas de risque de transmission. En dernier, les personnes avec une prescription médicale. Quand le médecin vous prescrit un test Covid, vous êtes aussi prioritaire. Après, il y a les gens qui ont une intervention. Maintenant, avant de faire une intervention ou un geste, il est demandé de faire un test Covid et qu'il soit négatif, évidemment, puisque c'est un test au moment donné ou dans une toute petite période. Donc, on fait un test la veille ou l'avant-veille pour pouvoir faire l'examen en toute sécurité. Pour les personnes, évidemment, qui sont en contact avec nous, surtout quand c'est des gestes qui nécessitent une anesthésie, des fibroscopies, etc. Un petit rappel également, un petit peu didactique, mais c'est important. J'ai des signes de la maladie Covid, qu'est-ce que je fais? En fait, en 1, je me fais tester, je respecte tous les gestes barrières avec, évidemment, en premier lieu, le port du masque. Je liste les personnes que j'aurais pu contaminer. Donc les personnes qu'on a pu contaminer, c'est les personnes avec qui on a partagé un moment de convivialité sans le masque. Les personnes, évidemment, qui vivent au même domicile, parce que chez soi, on ne met pas le masque puisqu'on est dans un même foyer. Donc toutes les personnes proches avec qui on a des contacts sans masque. Ça, ce sont les personnes qui sont estimées être contacts. Toutes ces personnes, elles vont être, vous allez être contactés par l'assurance maladie, vous allez leur donner la liste de ces personnes et elles vont s'isoler, se faire tester. Donc ça, c'est la doctrine qui est en œuvre actuellement pour casser les chaînes de contamination. Si votre test est positif, bien sûr, vous surveillez votre état de santé et vous restez isolé. Alors, vous restez isolé, ça ne veut pas dire que vous êtes isolé sans contact. Donc soit vous vivez dans une famille, vous avez un conjoint, etc. Donc vous essayez de vous isoler dans votre domicile. Donc ça, vous trouvez toutes les recommandations, elles vous seront données à ce moment-là pour voir comment faire à domicile. Si vous vivez seul, il faut rester chez soi et rester confiné pendant au moins une semaine. Mais à ce moment-là, il faut s'assurer d'avoir des contacts réguliers avec l'extérieur, avoir des personnes qui prennent de vos nouvelles, avoir quelqu'un qui vous téléphone tous les jours pour savoir comment ça va et informer bien sûr votre médecin traitant avec qui vous pouvez avoir une consultation, soit un contact téléphonique, soit une téléconsultation, soit éventuellement prendre rendez-vous avec lui ou qu'il vienne vous voir à votre domicile. C'est important parce qu'effectivement, si votre état s'aggrave, il faut que vous puissiez être hospitalisé pour qu'on puisse vous prendre en charge correctement. Donc cet isolement, il est physique, mais il n'est pas social. Il faut vraiment que vous restiez en contact avec des personnes.
Donc cet isolement, il est au minimum de 7 jours après le début des signes, ou si vous avez été testé positif sans symptômes, parce qu'on peut être positif sans avoir aucun symptôme du Covid, c'est la majorité des cas d'ailleurs, ou si vous avez des symptômes, dès que les symptômes ont diminué, c'est encore 7 jours. Voilà, c'est un petit peu les recommandations en cas d'isolement. Donc moi souvent je suis appelée pour avoir comment je fais, je suis positif, je suis contact, je dis mais non vous n'êtes pas contact. Donc il faut bien se rappeler que si tout le monde porte le masque, le nombre de contacts il diminue de façon drastique. Donc je vous ai noté ce numéro vert national que vous trouvez un petit peu partout. Ce nouveau numéro vert, si vous avez une question, si vous êtes positif, s'il y a quelqu'un de votre entourage, vous ne vous rappelez plus, vous ne savez pas, vous l'appelez, vous serez aiguillé vers les bonnes personnes. Donc en conclusion, on peut dire que la population des seniors est très hétérogène. Bon, dans notre région, on le constate tous les jours, il y en a une bonne partie, une majeure partie qui vit très bien son âge, pour reprendre la thématique de cette année 2020. Cependant, il faut rester vigilant et solidaire. Il faut savoir tirer les enseignements de cette crise, ne pas oublier toutes les belles choses qui étaient accomplies, qui a vraiment montré qu'il y avait cet élan d'empathie, de bienveillance, d'accompagnement qui a vraiment ressorti pendant la crise. Et il ne faut pas oublier tout ça, parce que là, actuellement, chacun a tendance à revenir un petit peu, à se replier un petit peu sur soi. Je pense qu'il ne faut pas oublier cette période, parce qu'on a encensé tous les soignants, mais maintenant, quand on constate le comportement de certaines personnes, en particulier d'incivisme ou de comportement agressif, on voit que c'est un petit peu vite oublié pour certains. Il me paraît aussi important de garder tout le lien intergénérationnel, puisque cette crise, elle a vu naître dans énormément de familles un rapprochement entre les grands-parents, les petits-enfants. Et au-delà des mesures barrières et de la distanciation physique, il faut continuer à chercher ce qui rapproche les tranches d'âge. On n'est pas une société qui vit en silo avec les jeunes, les moyens, les moins jeunes, etc. Ça peut se voir au Japon, par exemple. Il existe bien évidemment des différences culturelles entre les générations, sont liées à l'époque à laquelle on a grandi. Prenez par exemple les échelles de valeur, la musique, ce qui est prioritaire, la technologie. En plus, les changements se sont accélérés de façon exponentielle. Mais l'important, c'est le partage. Parce que finalement, ce partage, il permet de prendre le temps, de redonner du sens, d'avoir un échange de savoir entre les aînés qui ont leur propre savoir, les plus jeunes qui peuvent être aussi des professeurs et guider leurs aînés, en particulier, je pense, dans le domaine de l'informatique, qui me tient un petit peu à cœur. Et il faut être aussi attentif et lutter contre l'agisme. Vous savez, l'agisme, c'est cette façon de raisonner sur stéréotypes qui fait qu'on met les gens dans des cases, qui aboutit même, on en parlait l'autre jour, à presque une autocensure. C'est-à-dire que les gens se disent « Ah ben non, c'est plus de mon âge, je ne vais pas être capable de faire ci ou ça, c'est pas pour moi, je laisse tomber, etc. » C'est pas vrai, parce qu'avec un accompagnement adapté, en fait, on peut faire plein de choses à tous les âges. Donc je voudrais vraiment être optimiste, dire qu'effectivement, nous vivons une période difficile, mais que si on réfléchit bien, qu'on respecte toutes ces recommandations, on peut continuer en s'adaptant, en réfléchissant, en étant maître de sa vie, à reprendre une vie normale ou quasi normale. Et finalement, ce qu'il va en rester de ça, c'est qu'on va garder l'essentiel, on va garder ce qui est important pour nous, on va garder ce qui nous tient à cœur. Et je vais maintenant laisser la parole à notre conférencière qui va justement aborder tout ce qui est le bien-être et la reprise de confiance en soi, ce qui est important, tout ce qui est
l'adaptation et une certaine forme aussi de résilience pour savoir comment on peut mieux appréhender et mieux être guidé pour sa vie au quotidien. Auparavant, si vous avez des questions, je suis bien sûr disponible pour répondre à vos interrogations sur des thèmes qu'on a abordés là aujourd'hui. Des compléments. Monsieur là-bas au fond. Merci. Bonjour. Je n'ai pas de questions à poser. Je voudrais simplement vous remercier pour votre intervention. C'est gentil, très merci. complète. Mais en même temps, moi, j'ai envie de parler simplement de mon expérience personnelle. Ce qui m'a le plus importuné, gêné, dans cette période difficile pour tous, c'est cette désincarnation de l'individu. C'est-à-dire que nous avions tendance à nous robotiser. On ne pouvait plus lire les expressions du visage avec les masques. Notre société de contact riche, on met la main sur l'épaule, on se touche la main, tout ça a complètement disparu. L'autre est devenu un danger permanent. Il n'y a qu'à regarder sur les trottoirs, lorsque l'on se croise, on prend des distances parce que l'autre fait peur. Ça, c'est une remarque. Et la deuxième remarque, si nous sommes ici, j'ai envie de dire que c'est parce que nous sommes sensibilisés aux problèmes. Mais dans une certaine mesure, nous sommes vulnérables de notre côté, mais les porteurs sains, je dirais, de ce virus sont les jeunes. Et j'ai l'impression que finalement on se trompe un petit peu de cible. C'est-à-dire que il faudrait, selon moi, sensibiliser davantage les jeunes aux problèmes, car ils doivent nous protéger. Et je n'ai pas l'impression, quand je déambule dans les rues, de voir des jeunes, c'est normal, hein, c'est le propre de la jeunesse, l'insouciance peut-être, des actes d'incivilité également, mais je trouve que là, il y a un manque quelque part, et j'aurais souhaité que les médias mettent davantage l'accent sur ce problème. Voilà, je vous remercie. Oui, merci pour votre commentaire, vous avez tout à fait raison. Alors nous sommes des animaux sociaux. Donc c'est vrai qu'on a besoin de contact, on a besoin de faire des câlins, des bisous. On a besoin, en plus, nous sommes en Méditerranée aussi, hein, on a quand même cette habitude, tout le monde se fait la bise, on se congratule, nous sommes assez tactiles comme culturellement. Donc c'est vrai que c'est très très difficile. Je pense que c'est ce qui manque le plus à tous, et c'est d'avoir arrêté d'avoir ces contacts physiques. Donc voilà, on se check comme ça, on se lave les mains. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais c'est au prix de ces gestes que malheureusement on est obligé de garder, qu'on va se protéger en fait. Et je suis tout à fait d'accord avec vous quand je vous disais que le port du masque, c'est le respect des gestes, c'est faire appel à la responsabilité individuelle. Et en fait, il y a un apprentissage. Alors globalement, moi je trouve que le port du masque, il est bien respecté. À l'extérieur, il n'est pas obligatoire. Donc moi personnellement, quand je me promène dans la rue et qu'il n'y a pas beaucoup de monde, je ne mets pas mon masque. C'est pas la peine. Je trouve qu'en plus, c'est bien de ne pas voir que des gens masqués dans la rue. Par contre, dès qu'il y a une petite densité, bien sûr dans les magasins, ou s'il y a une petite densité, si je vais au marché, si je vais au bord de mer et qu'on est un peu plus à risque d'être à touche-touche, bon, on met le masque. Voilà, je pense que ça c'est important. Vous savez, pour nos patients, moi mes patients, ils sont âgés, ils ont souvent des problèmes d'audition. Je suis obligée d'aller les voir avec le masque. Ils n'arrivent plus à... Souvent, ils entendent, ils lisent sur les lèvres, où il y a aussi toute la communication non-verbale, extra-verbale qui rentre en ligne de compte. Tout passe dans le regard. Ils ne voient plus les expressions du visage. Il y a des fois, je suis obligée d'aller à l'autre bout de la pièce. Je lui dis, vous me voyez, j'enlève le masque pour qu'on puisse avoir un échange quand il y a des personnes qui ont des troubles sensoriels, pour qui la communication est difficile. Donc c'est vrai que c'est tout à fait compliqué et tout à fait traumatisant de plus se voir. On a même, alors là, on a commandé des masques transparents
puisque même pour les personnes, en particulier des personnes qui ont des gros troubles cognitifs, tout passe par l'expression du visage. Il y a énormément de choses qui passent par l'expression du visage. Ça, c'est ce qui part en dernier. Donc effectivement, la responsabilité individuelle qui devient la responsabilité collective, je suis d'accord avec vous. Après, c'est vrai qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas cliver les générations. Parce que les jeunes ne disent pas les vieux ils nous enquiquinent, à cause d'eux on est obligé de se masquer, et que les plus âgés disent les jeunes ils font n'importe quoi, ils ne respectent pas. Moi je trouve que globalement, si j'étais à la sortie du lycée l'autre jour, je suis passée au moment de la sortie, je trouve que globalement c'est pas mal respecté. Après c'est vrai qu'il y aura toujours des gens qui feront la fête dans les universités, les étudiants, etc. C'est vrai, mais je pense qu'on essaye de minimiser le plus possible cet impact. C'est pour ça qu'il y a aussi des fermetures de lieux conviviaux. Alors on est pour, on est contre. Moi je ne suis pas là pour polémiquer, mais je pense qu'effectivement il y a cette responsabilité individuelle qui rentre en jeu. Ensuite, c'est vrai qu'on ne peut pas non plus... je pense que si tout le monde respecte, on peut arriver à faire plein de choses. À faire des conférences. Là, on aurait pu avoir 2 fois plus de personnes dans la salle. S'il n'y aurait pas eu de... Voilà, après la salle, on va l'aérer. On aurait pu... c'est ça. Je pense qu'il faut vraiment qu'on essaye de faire preuve, continuer à faire preuve de résilience pour pouvoir continuer à vivre cette épidémie. On n'est pas sorti de l'auberge, hein, si je peux dire. Après, le temps qu'on ait un vaccin, il va encore s'écouler plusieurs mois. Donc, il faut vraiment qu'on continue à s'adapter. Et voilà, donc je pense que nous, on a la chance d'être dans une petite ville, une petite communauté d'agglomération. Globalement, les gens font attention, ils respectent. Donc c'est vrai que c'est pas le cas partout, mais je trouve qu'ici c'est pas mal quand même. Donc voilà, continuez à profiter de la vie. Et bon, alors je vous dis ça à vous, mais il y a tout un tas de personnes que j'aurais bien aimé toucher aujourd'hui par ce discours, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui restent encore cloîtrées chez elles par peur. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, mais j'espère que vous pourrez transmettre tous les messages que je vous ai portés aujourd'hui sur des personnes de votre entourage, pour que les gens continuent à vivre. Merci, docteur Pédouard, merci. Donc on va écouter Madame Reiss, donc on va laisser place à Madame Reiss qui va parler. J'avais juste une petite... excusez-moi, j'avais juste, avant de continuer, je voulais juste faire une petite présentation. J'en profite un peu pour faire de la pub. J'avais juste fait cette dernière petite diapo pour vous présenter tous les services du pôle autonomie du CCAS. Je trouve que c'est important parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et là aussi, je compte sur vous parce que c'est disponible bien sûr sur le site internet de la ville. Vous pouvez vous rendre aussi au pôle, à l'espace Plénior pour avoir des renseignements. Mais c'est vrai que le bouche à oreille, ça marche bien aussi. Donc en fait, je vous rappelle que vous avez un accueil dédié à l'espace Génération Plénior qui se trouve au rez-de-chaussée, juste à côté de l'entrée du CCAS, qui est vraiment dédié aux seniors. Donc je vous ai mis quelques numéros de téléphone, mais évidemment on pourra, je ne sais pas si on a pris on pourra vous donner des documents. Alors je vous rappelle que vous avez un service mandataire à domicile qui permet de vous mettre en relation avec des particuliers employeurs, avec des personnes qui pourraient vous proposer de l'aide à domicile. Vous avez un service de téléassistance. Vous avez un service relais assistance mobilité, ça c'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ignorent. En fait, ce service, il vous propose de vous accompagner selon un planning préétabli pour faciliter vos déplacements, pour faire des courses, un rendez-vous médical, de vous rendre sur un lieu culturel, spirituel, etc. Donc c'est un service collectif et qui est réservé bien sûr aux personnes qui rencontrent des difficultés pour se déplacer. Ce n'est pas un service de taxi pour les personnes qui sont encore en capacité, mais bon, vous pouvez aussi le transmettre autour de vous si vous avez des difficultés de mobilité. Vous avez un service d'aide aux aidants.
Si vous êtes un proche aidant familial et que vous rencontrez des difficultés, vous pouvez vous adresser par ce service. Nous sommes en train, nous avons fait un projet qui va sûrement voir le jour, je pense, fin 2020, plutôt début 2021, pour élargir l'offre de services d'aide aux aidants. Mais il vous propose des informations sur les droits, les services, des ateliers, des conférences. Donc vraiment, ça va se développer parce que c'est quelque chose qui est très important. Donc vous pouvez aussi vous faire le relais de cette information. Vous avez le service Habitat Santé Connecté qui vous fait découvrir toutes les nouvelles technologies. Donc n'hésitez pas à aller le consulter. Il y a des choses très intéressantes qui se font. Un service petit bricolage, pareil, si vous avez des petits bricolages à faire, vous pouvez téléphoner. On vous donnera rendez-vous avec une personne qui pourra vous aider. Alors ça peut être démonter des rideaux, planter un clou, changer une ampoule, vérifier. Enfin bon, c'est des petites choses qui ne nécessitent pas un niveau de technicité professionnelle. Il ne va pas vous refaire votre installation électrique, mais ça peut vous aider au quotidien. Ou pour débarrasser un placard ou des choses que vous ne pouvez pas faire physiquement. Il y a aussi une inscription au registre nominatif. Alors en fait, c'est quelque chose qui a été impulsé après pour le plan canicule. Sur la base du volontariat, les personnes peuvent s'inscrire, en particulier les personnes isolées, et elles seront contactées en cas d'activation du plan canicule. En fait, au moment de la personne Covid, l'utilisation des listes électorales pour contacter les personnes, qui est très restreinte en fait, cette restriction a été levée. Et donc, on a pu contacter toutes les personnes, en particulier celles qui étaient isolées, et on a pu justement venir en aide à ces personnes. Donc, en fait, on s'est rendu compte que l'inscription volontaire au registre nominatif, elle ne suffisait pas. C'est qu'en fait, il fallait aller un peu débusquer les personnes isolées, parce que celles qui sont isolées, qui sont un peu repliées sur elles-mêmes, elles ne vont pas aller spontanément s'inscrire. Donc si vous avez dans votre entourage des personnes que vous trouvez à risque, n'hésitez pas à les signaler, c'est vraiment un geste bienveillant. On a l'impression d'être parfois un petit peu intrusif, de ne pas respecter l'autonomie ou la liberté de la personne, mais bon, c'est mieux qu'on appelle quelqu'un, qu'on lui fait ses courses, qu'on voit s'il y a des problèmes, plutôt que la retrouver en grande difficulté à son domicile parce qu'elle n'a pas été accompagnée. Et vous avez aussi tout un service d'aide et d'accompagnement sur toutes les démarches et les aides sociales, bien sûr. Voilà, donc n'hésitez pas à faire appel à tous ces professionnels qui sont vraiment à votre disposition pour vous accompagner, à vous faire le relais de toutes ces informations. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Bonjour, donc voilà, je suis psychologue à Saint-Raphaël, donc Béatrice Ress, et j'anime un atelier bien-être au CCAS de Saint-Raphaël, donc qui s'insère complètement dans le... je ne sais pas si le diaporama est lancé, vous pouvez le lancer. Cet atelier bien-être s'insère parfaitement dans ce que justement nous vivons actuellement, à savoir une période difficile d'isolement, une période aussi de phobie sociale, puisque l'isolement entraîne forcément des dommages au niveau de notre santé mentale. Donc, le CCAS de Saint-Raphaël vous propose un atelier bien-être qui a lieu chaque mois, donc le premier vendredi du mois, dans les locaux du CCAS de Saint-Raphaël. Et donc, je pense que vous connaissez tous l'adresse, donc c'est rue Jules Ferry. Cet atelier vous permet de vous exprimer, de parler de vos problèmes personnels. C'est un petit groupe, c'est tout à fait convivial.
Donc, je vais vous expliquer un petit peu les différentes séances de cet atelier. D'abord, quand on parle de bien-être, on se dit, bon, c'est pas pour moi. Ben, si, puisque dans la définition de la santé par l'Office mondial de la santé, et c'est pas récent, ça fait déjà plusieurs années, on nous définit la santé non pas uniquement comme une absence de maladie ou une absence d'infirmité, mais aussi un état de complet bien-être physique, mental et social. Donc, faire place au mental et au bien-être, vous allez voir que ce n'est pas un vain mot et que je peux vous donner d'ailleurs des possibilités d'y accéder grâce justement au service du CCAS de la ville. Alors, je vous signale aussi que vous pouvez retrouver le CCAS de Saint-Raphaël tous les mois sur Mosaïque FM, notre radio locale, hein, Mosaïque FM. Donc, vous avez Patricia Hauteur, qui est vice-présidente donc, au niveau des services de la solidarité, qui vient chaque mois. Et en podcast, d'ailleurs, vous pouvez réécouter l'émission. Elle nous donne des actualités tous les mois. Et Dieu sait si au CCAS de Saint-Raphaël, il y a beaucoup d'actualités qui vous concernent, qui vous intéresseront. Donc, cette définition de l'OMS, aussi les méfaits du stress. Donc, vous verrez que l'atelier bien-être vous permet justement de contrer les méfaits du stress. Tout seul, bon, on essaie de faire face. Hein, on vous a bien expliqué que vous deviez le faire. Mais après, quelle aide, quel soutien je peux avoir pour faire face? Eh bien, justement, dans ce fameux atelier, c'est un espace de parole et de soutien. Donc les méfaits du stress, bon, bien sûr, vous les connaissez. La définition du bien-être, c'est donc un état lié à la santé. Je le répète, le bien-être, c'est quelque chose qui fait partie de votre santé. Vous avez forcément, nous tous d'ailleurs, le réflexe d'aller consulter les médecins, et à juste titre d'ailleurs, mais n'oubliez pas aussi votre bien-être que justement vous pouvez développer. Alors les images qui évoquent pour vous le bien-être, pourquoi je vous ai mis ces images? Parce qu'on est chacun différent et que le bien-être, suivant chaque personne ici, se développe d'une manière tout à fait différente. Donc justement, dans ces ateliers, on aborde quel est le bien-être pour vous, pour chaque personne d'entre vous. Bon, bien sûr, je ne décline pas, mais il y a des personnes qui vont préférer la campagne, la montagne, etc. Juste un petit clin d'œil. Les mots-clés du développement personnel, eh bien, c'est améliorer sa qualité de vie, c'est valoriser ses propres talents. Alors, on oublie souvent qu'on en avait, peut-être parce que la vie, on a voulu autrement, ou nous, on n'a pas fait les choix en fonction de nos talents, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire et pour réaliser ses rêves. Et donc, je vais vous donner tout à l'heure des moyens pour rentrer dans l'aspect pratique des choses. Voilà, rappelez-vous vos désirs d'enfant. Je crois qu'au fil et à mesure de la vie, on les a oubliés, et pas complètement oubliés d'ailleurs, on doit les retrouver. Donc, le développement personnel, bon, c'est un grand mot, ça veut dire une évolution, un enrichissement. Le nombre des années, le côté positif, c'est qu'on a eu beaucoup d'expérience, on sait mieux ce que l'on veut. Bon, dans le meilleur des cas, on a construit une vie qui nous convient. Ensuite, l'être humain, il a toujours besoin de projets, il a toujours besoin de progresser, toujours besoin d'évoluer, et on va voir là encore comment faire. Donc, ce bien-être, eh bien, pour moi, je pense que c'est un véritable apprentissage. Dans notre société, on nous apprend, on nous éduque, on nous apprend à travailler, on nous apprend à devenir des êtres sociaux, mais est-ce qu'on nous apprend à prendre soin de nous, à communiquer avec l'autre? Ça, c'est un apprentissage qui doit se faire pourtant, mais qui ne se fait pas justement, même peut-être qu'à l'heure actuelle, on ne vous a pas encore appris tout ça, oui. Et là, on est dans les compétences psychosociales. Les compétences psychosociales, il y en a 10. Et on devrait les apprendre en fait à l'école, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous les avez jamais apprises, donc vous faites vous avez des compétences psychosociales, vous les avez développées, j'allais dire à votre insu, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Mais bon, peut-être que vous les avez pas toutes développées, et on y reviendra justement. C'est le but de mon intervention. Donc elles sont là, alors, résoudre les problèmes, bien sûr. Comment, parce que savoir comment, encore une fois, un apprentissage, prendre des décisions. Oui, pas se laisser influencer par autrui, vraiment être en mesure de prendre ses propres décisions, et après avoir pris conseil et avis, bien sûr. Mais comment s'y prend-on? Avoir une pensée critique,
mais aussi écouter les avis, communiquer. Là, on va en reparler au niveau des ateliers, comment communiquer, avoir de l'empathie. Bon, ça, je pense qu'on en a tous, mais on doit en effet savoir comment cultiver notre empathie, pas trop d'un côté ou de l'autre. Donc le juste milieu, c'est toujours difficile. L'empathie peut aussi nous manipuler, donc par rapport à des gens qui vont utiliser notre empathie. Donc là aussi, c'est quelque chose à apprendre à gérer son empathie. Le stress, bien sûr, et les émotions. Alors là, ça sera l'objet d'un atelier, d'une séance sur nos émotions. Donc les relations positives avec les autres. Je vais peut-être vous laisser regarder en même temps. Donc le respect, on a parlé tout à l'heure, le port du masque. C'est vrai que le respect peut se rentrer en conflit avec l'égocentrisme de certaines personnes. Oser demander, oser refuser, ça dans notre éducation, on ne nous a pas trop appris. Donc on est plutôt en général du style à pas demander. On aimerait bien que les autres comprennent, mais on ne demande pas. Et puis, oser refuser, ça aussi, il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas refuser. Voilà, c'est pas poli, c'est pas gentil. Quelle image on va donner de moi si je refuse? Moi, je vous dirais, la personne a droit de vous demander et vous avez le droit de refuser. Et ça, on est encore dans l'apprentissage. Gérer les émotions, écouter et communiquer. Ça, je crois que l'atelier bien-être vous apportera bien sûr un moment d'échange là-dessus. Qui fait notre vie. Alors, vous savez, quand on fait cet atelier bien-être, on s'intéresse à vous, dans votre personnalité, à vos goûts. Vous avez vu tout à l'heure l'image sur le bien-être, sur ce que vous aimez dans la vie, ce qui vous plaît, ce qui vous rend heureux. Et là, cette diapo, c'est vous renvoyer un petit peu à vous-même, c'est-à-dire, est-ce que vous étiez timide étant enfant? Peut-être que parmi vous, il y a un certain nombre de personnes qui, étant enfant, étaient timides. Donc, vous avez fait en fonction, vous vous êtes adapté à la société, mais vous avez gardé cette timidité qui vous gêne justement pour être, être heureux et accéder au bien-être. La prise de décision, alors ça, justement, qu'est-ce que c'est qu'une prise de décision? À n'importe quel âge, on est influencé. Quand on est petit, la prise de décision, c'est les parents qui prennent pour nous. Quand on est à un certain âge, on arrive à un certain âge, on a des grands-enfants. Donc les grands-enfants ont plutôt tendance à prendre l'exemple sur ce qu'ils ont connu, à savoir nous donner leur avis, parfois de manière un peu... plus ou moins, musclés. Donc, c'est à nous de prendre nos informations et pour pouvoir donner notre avis et se maintenir à notre avis. Voilà, l'expression de son point de vue, la prise de décision fait partie donc des compétences que l'on doit avoir, qu'on doit développer. Les pensées positives, alors ça, bien sûr, c'est quelque chose qui fera partie aussi de l'atelier. Stop aux idées noires. C'est vrai qu'on peut, justement, on est à la fois à un certain âge fort de nos expériences. Ça, quand même, c'est une grande richesse, ces expériences qu'on a. Mais en même temps, parfois, on est un petit peu chagrin, par rapport à tout ce qu'on a fait, ce qui n'a pas marché. Et on peut parfois même culpabiliser, parfois même avoir un peu honte. Enfin il y a des tas de choses qui vont plutôt contrarier le bien-être qu'on pourrait éprouver. Donc voir le verre à moitié plein, ça c'est sûr que ça s'entraîne parce qu'on a parfois tendance à voir toujours, mais ça c'est psychologique, hein, c'est notre fonctionnement comme ça, d'être influencé par tout ce qui va mal et oublier ce qui va bien dans notre vie. Et c'est vrai que tout à l'heure le docteur Kedema a fait une allusion à ça en disant garder une vision de la vie positive, mais ça c'est encore le but de l'atelier, parce que c'est très facile d'en parler, mais après encore faut-il le faire au jour le jour, c'est plus compliqué. Rechercher les endroits où on se sent bien sûr, d'où tout à l'heure les positifs sur les endroits que vous aimez.
Alors, le but, on va parler des buts, des projets. L'être humain, il a besoin de projets, à n'importe quel âge. Quand on est petit, on en fait des projets. Mon Dieu, on s'imagine, on fera ceci, on fera ça. Mais vous aussi, à l'âge des seniors, vous aussi, vous avez des buts, ne serait-ce que de passer une bonne journée et de se dire, j'ai le droit au bien-être, je vais voir comment on peut faire, comment je vais apprendre à prendre soin de moi. Donc l'importance du but, bien sûr, ça nous donne l'impression d'être vivant, c'est pas qu'une impression. Et comment faire donc pour se fixer des buts? Dans l'atelier, à un moment donné, il y a un questionnaire où on vous demande qu'est-ce que vous aimez, et après on vous demande combien de temps vous passez à faire ce que vous aimez. Alors là, on passe parfois de 9, c'est-à-dire qu'il y a des choses que j'adore, à 1, c'est-à-dire que je ne les fais pas. Hein, c'est un exemple. Alors, ses propres sources d'inspiration, bien sûr, on a tous des hobbies, hein, on a tous des choses qu'on aime faire. Donc ça, ces choses-là, en effet, on doit continuer à les faire, surtout s'autoriser à les faire, et ça, c'est pas évident. Ça paraît tout simple comme ça sur une diapo, mais quand on voit ce qui se passe dans l'atelier bien-être, on se dit que beaucoup de personnes, justement, éprouvent des difficultés à trouver des buts. Le pardon, ça c'est aussi une séance dans l'atelier. Enfin, ça ne sera pas une séance uniquement là-dessus parce que c'est quand même un thème délicat. Bon, le pardon, se libérer du poids. C'est vrai que si vous voulez accéder au bien-être, mais que vous êtes toujours en but à des conflits, à des chagrins qui sont, j'allais dire, toujours alimentés dans des relations, par exemple, conflictuelles avec vos proches. Ça, c'est quelque chose aussi qui est excessivement important dans le bien-être, c'est le pardon. Se pardonner ses erreurs aussi, ce que j'ai dit tout à l'heure, on est très dur envers soi-même, hein, on ne se pardonne pas nos propres erreurs, donc se délivrer justement de cette culpabilité, accepter nos faiblesses, c'était important aussi. Donc les ateliers, ça c'était justement pour vous présenter un petit peu le préambule des ateliers que j'anime donc chaque mois sous forme de séances. Donc la première séance, eh bien, ça va être qui suis-je? Donc on va vous amener à les personnes qui ont envie de le faire, parce qu'au départ dans l'atelier il y a des personnes qui ont envie de parler, il y en a d'autres qui n'ont pas envie. Donc, en fait, c'est un petit peu l'effet du groupe, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des séances, les personnes qui n'avaient rien à dire ou qui pensaient être pas intéressantes vont avoir envie de s'exprimer. C'est l'effet groupe, l'effet positif. Donc, objectif, eh bien, c'est de se présenter. Il y a un questionnaire de Proust, d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez ce questionnaire, où on vous demande vos goûts, on vous demande les personnages que vous admiriez ou que vous admirez toujours. Enfin, il y a tout un questionnaire sur vos goûts et vos intérêts. Donc ça, c'est permettre un petit moment de réflexion avec soi-même, et puis après on partage avec les autres, ou on ne partage pas, puisque là, bien sûr, l'atelier, on vient ensuite, on partage dans la mesure où on peut. Il y a des gens qui sont très timides, qui n'ont pas envie au départ de s'exprimer. Donc faire le point, eh bien faire le point, c'est par exemple comment s'est passée la transition entre ma vie professionnelle et ma vie de la retraite, comment s'est passée ma vie quand les enfants sont partis, comment se passe le lien justement avec les enfants, comment je vois moi le bien vieillir. Est-ce que j'ai des moyens par rapport à ce bien vieillir? Est-ce que j'ai pris des dispositions? Comment je me comporte? Et puis, bien sûr, on parlera sur les relations avec les autres, nos relations avec les autres. L'estime de soi, alors l'estime de soi, bien sûr, ça fait partie du bien-être. Quand on a une très mauvaise image de soi, on ne peut pas être bien avec soi-même. Or, beaucoup de gens, je le constate, ont une estime de soi, j'allais dire, très défavorable, parce qu'on en reste quand même un peu à parfois l'éducation, les parents qui avaient quand même une forte... ils nous faisaient des compliments, mais ils nous faisaient aussi beaucoup de critiques. Et après, nous, on est aussi les premiers à se faire beaucoup de critiques, et on est souvent très très cruels vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, améliorer son estime de soi, eh bien, ça fera partie de la séance 3 de notre atelier. Alors, une petite diapo
vous faire réfléchir. Aller voir la mer chaque jour, c'est permis, avec 2 points d'interrogation. Parce que justement, on va arriver à prendre du temps pour soi. Qui parmi vous prend du temps pour soi? Alors, on a nos petites habitudes. Bon, la journée passe relativement vite parce que bon, il y a les rituels, hein, il y a les repas, il y a les courses, bon, il y a voilà, peut-être des émissions de télévision, enfin, il y a un rituel. Mais ce n'est pas du tout ça. Hein. Prendre du temps pour soi, c'est une démarche tout à fait volontariste et conscientisée. C'est-à-dire, voilà, je vais analyser mes envies, je vais me centrer sur mes petits plaisirs du quotidien. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir aujourd'hui me donner comme petit plaisir? Prendre du temps, s'asseoir et prendre du temps. Et conscience aussi de ce que l'on fait ou de ce que l'on ne fait pas. Est-ce que j'arrive à prendre du temps pour moi? Bon, la vie affective et sociale, bien sûr, c'est tous les liens qu'on a avec les autres, les liens que l'on a dans notre couple, les liens que l'on a avec nos amis et nos enfants, voir comment, justement, je peux développer ces liens. On parlait tout à l'heure, forcément, avec la Covid, de l'isolement, donc comment lutter contre cet isolement, et donc il y a des possibilités, en effet, de lutter. Et puis de choisir les personnes adéquates, parce que c'est vrai qu'il y a toujours ce que j'appelle les faux prophètes, c'est-à-dire des gens qui vont vous tenir des grands discours. Bon, en définitive, ce ne sera pas vraiment pour améliorer votre bien-être, pour vous faire du bien, ce sera plutôt pour vous manipuler, obtenir des choses de vous. Donc les personnes qui vous entourent, là aussi, soyez très très vigilants par rapport à ces personnes-là. Voilà, ça y est, sachez distinguer les personnes qui vous veulent du bien et les autres qui attendent des choses de vous sans vous le dire véritablement. Gérer ces tracas au quotidien, là on en revient à la pensée positive, on en revient au stress, comment je gère le stress et reconnaître que vous avez des effets de stress. C'est-à-dire que parfois on fait front, d'ailleurs la plupart du temps, mais on ne prend pas le temps d'accepter le fait qu'on est stressé. Voilà, c'est vrai, je suis stressée, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ce stress et qu'est-ce qui va se passer parce que je vais rencontrer une situation où je vais être stressée, comment je vais me comporter. Donc ça s'apprend, gérer le stress, ça s'apprend. Bon, il y a des personnes qui vont faire un peu de relaxation, enfin bon, chacun d'entre nous, il y a des personnes qui vont faire des collections de timbres, il y a des personnes qui vont faire leur petit footing, enfin je veux dire, on a tous nos techniques de relaxation. Encore faut-il prendre le temps de leur donner le temps nous donner le temps de se relaxer. Hein. Alors la relaxation, ça peut être la lecture. La lecture, bon là j'ai mis un livre, ça peut être aussi des bandes dessinées, ça peut être tout ce qu'on veut. Hein. Lecture, c'est pas justement un livre sans images, ça peut être toutes sortes ça peut être des magazines. Enfin, dès que vous lisez, vous faites travailler vos petites cellules grises. Et donc là, les Français ont gagné 2 points dans 2 ans par rapport aux lecteurs. Et je pense qu'avec la Covid, peut-être, enfin, je peux espérer que ces chiffres vont encore progresser, que les Français auront le temps peut-être de lire plus, de s'abonner à d'autres magazines. Et bien sûr, là, on est, qui dit lecture, dit activité ludique, hein, des jeux, nourrir son esprit. Alors, maintenir son esprit en éveil, oui, de quelle manière ? Bon, bien sûr, de manière, avec le nourrir de manière intéressante, agréable, hein, pas quelque chose qu'on va vous imposer ou que vous allez vous imposer. On est dans le bien-être, on est dans le plaisir quand même. Hein. Donc des activités simples, des activités qui vous sont attirantes, qui peuvent d'ailleurs être différentes dans le couple. Hein. On peut avoir des goûts très très différents et justement exploiter vos goûts différemment. Hein. Soyez à l'écoute de chacun de vos goûts différents. Alors, faire des projets, oui, bien sûr, se projeter dans l'avenir, trouver de l'aide et justement du soutien dans cette voie de recherche, c'est une écoute. Et le groupe a un effet très positif par rapport à ça, parce que dans le groupe, ce sont des gens qui viennent spontanément, qui viennent bénévolement, qui créent, une certaine dynamique dans le groupe.
et qui vont, par rapport à ça, s'intéresser les uns aux autres. C'est vrai que dans la vie quotidienne, bon, vous pouvez discuter un peu avec vos amis, vous pouvez discuter un peu avec vos voisins, mais bon, rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire, voilà, moi j'aimerais faire ça, j'aimerais avoir tel projet, bon, ça va peut-être pas vraiment faire comment dire, une discussion va pas vraiment s'y prêter, alors que l'atelier, oui, ça sera vraiment le moment d'en parler. Donc, les outils pratiques, on a 7 questionnaires, donc un par séance. Donc, le premier, je vous disais, qui suis-je, c'est le questionnaire de Marcel Proust. L'autre, c'est la liste des petits plaisirs de la vie. La troisième, c'est les bonnes choses. Alors justement, on va réfléchir à ce que l'on aime. C'est pas toujours facile. Les moments positifs, les moments aussi de l'avoir, parce que très souvent on confond l'être et l'avoir. C'est-à-dire qu'on est c'est peut-être plus facile pour nous de définir ce qu'on a envie d'avoir, d'obtenir, que de nous définir nous-mêmes comment nous sommes, comment nous voudrions être. La fleur de mes qualités, ça c'est à la fin, quand on a réussi à avancer un petit peu le long des séances, et puis prioriser, bien sûr, pour arriver à quelque chose à la fin de cet atelier, quelque chose de positif. En tout cas, on aura passé un bon moment ensemble. Donc les inscriptions pour cet atelier se font auprès du CCAS de Saint-Raphaël. Donc vous avez le téléphone. Donc l'espace plénière dont vous avez parlé tout à l'heure, le Dr Kenomar, qui se situe aussi au CCAS de Saint-Raphaël. C'est un nouveau service décidé par monsieur le maire de Saint-Raphaël. Donc destiné justement aux personnes qui ont envie de passer des bons moments, qui sont à la retraite. Et donc ces petits groupes, bien sûr, au niveau des inscriptions, vous comprenez bien que ça ne sera pas supérieur à 10 personnes, c'est vraiment le maximum. Voilà. Merci de votre attention. Et puis, j'espère que je vous retrouverai nombreux pour cet atelier qui va débuter le premier vendredi du mois de novembre, donc 9h30, 11h30.